Salut, c'est Nicolas. Là, il est 7 h du matin et tout est calme autour de moi. C'est pour ça que je vous parle doucement. Alors, en cette fin du mois de juin 2019, on a la canicule qui est là pendant une semaine. Donc, ça nous oblige à changer un petit peu nos habitudes et à travailler plutôt au potager. Alors, dans cette vidéo, on va d'abord faire le tour du potager. Je vous montrerai ce qui pousse en ce moment. Et après, on verra côté organisation tout ce qu'on peut semer ou planter dans le mois qui va venir, le mois de juillet. Là, c'est la bordure de mon potager où j'ai planté une haie de petits fruitiers, groseilliers, framboisiers, etc. Alors, je les ai mis côté ouest, donc ça protège le potager des vents dominants. Et en plus, c'est sympa, en ce moment, on est en plein dans la récolte de groseilles. Alors, il y en a des rouges, mais moi, je préfère les blanches parce qu'elles ont un goût un petit peu plus sucré. Alors au sommaire de cette vidéo, je vais commencer par vous montrer tout ce que j'ai fait dans mon potager pendant le mois de juin, donc depuis la vidéo du mois dernier, les récoltes, les légumes en cours de croissance, tous les nouveaux légumes que j'ai semés ou plantés. On verra aussi comment j'entretiens mon potager, les différentes sortes de paillis qu'on peut utiliser, et vous verrez que je ne mets pas le même paillis sur toutes mes plates-bandes, et pourquoi. Alors, je vous parlerai aussi des problèmes que j'ai rencontrés, en particulier avec les limaces et les escargots, parce qu'ils ont été particulièrement redoutables ces derniers temps. Puis, on s'occupera de préparer ensemble le mois qui va venir, le mois de juillet, comment s'organiser, quels sont les semis et les plantations que vous allez pouvoir faire en juillet. Et on fera aussi un zoom sur l'arrosage et ce qu'on peut changer pour dépenser moins d'eau. Alors, comme à chaque fois, j'ai préparé un article en complément de cette vidéo. Dans l'article, vous trouverez en détail tous les travaux du mois à venir, le mois de juillet, avec la liste des légumes que vous pourrez semer ou planter et tout ce qui tourne autour de l'entretien de votre potager. Et avec ça, vous pourrez avoir de belles récoltes au mois de juillet et dans les mois qui viennent. Le mois de juin, pour moi, c'est le bonheur de récolter les premières pommes de terre nouvelles. Et comme je les cultive sans butage, mais sous une épaisse couche de mulch, la récolte elle est super facile. J'ai qu'à écarter le paillis et déjà les pommes de terre apparaissent. Et sur le même rang, j'avais intercalé des fèves qui sont maintenant à maturité. Alors ouais, en parlant de ces fèves, je ne sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo du mois dernier, je vous avais montré comment elles étaient pleines de pucerons en haut des tiges. Et alors j'ai vraiment rien fait de spécial, ou plutôt j'ai laissé faire la nature, et voilà, aujourd'hui tous les pucerons ont disparu. Ils ont sûrement été mangés par des larves de coccinelles ou par d'autres insectes utiles. Les choux raves que j'avais semés mi-mars, et plantés fin avril, il me semble, ils sont bons à récolter maintenant. Alors ça fait plusieurs années que j'en avais pas fait et j'ai été agréablement surpris parce que je m'attendais vraiment pas à une telle différence de goût avec les choux raves du commerce. Là, c'est la dernière récolte de radis pour moi ici à Toulouse. C'est parce qu'ils poussent bien qu'au printemps. Après, il fait tellement chaud et sec que les altises arrivent en masse. Là, vous savez, là, c'était des petites bêtes noires là, qui perforent un tas de petits trous dans le feuillage des radis et d'ailleurs de tous les légumes de la famille des choux. Chez nous, on mange tous les jours de la salade, alors je m'organise pour pouvoir en récolter toute l'année en jouant sur les variétés qui sont adaptées aux températures. Alors là, c'est la fin des laitues paumées du printemps. Et je vais embrayer sur les Batavia. Les Batavia, elles résistent beaucoup mieux aux chaleurs de l'été. Et comme personnellement, je préfère les laitues un peu craquantes, j'adore cette variété-là, elle s'appelle Venezianer. Et un autre avantage qu'elle a, c'est qu'elle pomme pas, donc c'est très facile de la récolter feuille à feuille. Ça fait plusieurs années que je ne cultive plus de petits pois normaux, c'est-à-dire les petits pois qu'on connaît tous en gousse qu'il faut écosser. Alors d'abord parce qu'il faut les écosser, ça fait du travail, et puis aussi parce que la productivité est faible, c'est-à-dire que pour avoir une portion de petits pois, il faut en cultiver pas mal. Donc c'est pour ça que j'en fais plus. À la place, je fais soit des pois mange-tout qui poussent de ce côté, soit des pois croquants qui poussent de ce côté. Alors je vais vous expliquer la différence entre les deux. Alors les pois mange-tout, qui sont un peu plus connus que les pois croquants, donc vous voyez, ils ont été semés tous les deux
autour de la mi-mars. Et là, on est autour de la mi-juin. Là, les récoltes, j'en ai déjà récolté pas mal, donc on peut dire que la récolte commence début juin. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 2 mois et demi, 3 mois de culture pour avoir la récolte. Alors, les petits pois mangent tout. Donc ils se présentent comme ça. Donc ce sont des gousses assez plates. Et on les consomme quand les grains commencent à peine à apparaître. Quand on voit à peine les grains grossir dedans. Sinon après ils deviennent filandreux. Et de ce côté on a les pois croquants. Alors les pois croquants, c'est moins connu en France. En fait c'est plutôt les Anglais qui mangent ça. C'est très connu là-bas. Et c'est un petit peu différent des pois mange-tout. Tiens, là j'en ai un par exemple. On voit ce sont des gousses un peu plus petites et plus renflées. Hein, si on compare un pois mange-tout, un pois croquant. Et donc là, eux, on peut les cueillir quand les gousses sont bien gonflées. Il n'y a pas de fil, contrairement à ceux-là. Et par contre, ils ne sont pas grimpants. Ceux-là, ils sont grimpants. Ils montent à 1 mètre, 1 mètre 20. Ceux-là, ils rampent vers le sol. Vous voyez, j'ai mis des petits tuteurs là en bois, en branchage, et ben ils sont à peine montés dessus. Donc ça reste assez bas. Alors lesquels je préfère, mange-tout ou croquant? Alors mange-tout, je trouve qu'il a un goût légèrement plus sucré que le croquant. Ça c'est un avantage. Par contre, il y a toujours un fil dont on ne peut pas se débarrasser là sur le bord. Là, il reste toujours un fil. Et même si on les cueille jeunes dans l'assiette, on est obligé, quand on le mange, d'enlever ce fil. Ça peut être un petit peu embêtant, mais bon, il faut le savoir. Donc ceux-là, les pois croquants, donc ils sont un petit peu moins sucrés que ceux-là, mais bon, ils restent quand même excellents. Et au niveau texture, je dirais, c'est un peu la texture d'un haricot vert, on va dire, mais pas du tout le goût, hein, juste la texture d'un haricot vert avec le goût d'un petit pois. Donc si on casse, hein, on voit dedans, il y a bien les vrais petits pois. Hein. Bah, dans les deux d'ailleurs, hein, celui-là aussi. Bon là, ils sont tout petits en formation. Mais si on prend celui-là, qui est un pois mange-tout, il y a bien le petit pois à l'intérieur. Sauf que, comme son nom l'indique, on mange aussi la cosse. Comme celui-là. Donc voilà, bah je pense que je vais continuer à faire les deux chaque année. Le tout, c'est de ne pas les cuire ensemble parce qu'ils ne cuisent pas à la même vitesse. Et comme ça, on sent moins la différence de goût que celui-là qui est plus sucré et celui-là qui est moins sucré. Si on les mange séparément, celui-là est excellent. La première courgette, elle fait toujours super plaisir, elle aussi. Ici, c'est la variété ronde de Nice. Je l'avais plantée mi-mai. Et les courgettes, elles sont meilleures aussi quand on ne les cueille pas trop grosses, de la taille d'une balle de tennis à peu près, et ça permet de les manger crues pour changer, juste râpées avec un peu de vinaigrette. Et bien sûr, pour accompagner tout ça, il y a des oignons frais qu'on peut cueillir à point aussi. Ceux-là, je les avais plantés au mois de mars. Il reste vraiment plus grand chose dans la serre à plant. Elle s'est transformée en étagère à plant, je dirais, depuis que j'ai enlevé la housse en plastique transparent. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques betteraves, des choux kale pour l'hiver, des laitues bien sûr, et des brins de ciboule. Et presque tous les légumes sont maintenant en place au potager sur les différentes plates-bandes autour de la maison. Les légumes, ils sont encore petits, ils n'ont pas encore grandi, mais pendant l'été, ils vont s'étaler et finir par occuper toute la place. On voit bien que c'est un potager qui est conduit en permaculture. Pourquoi? Mais parce que tout un tas de plantes sont mélangées entre elles en fait. Alors il y a les légumes bien sûr, mais aussi des herbes aromatiques, comme la coriandre, le basilic, l'aneth, la ciboule. Il y a aussi des fleurs, comme les soucis, les œillets d'Inde, les ignats, les capucines. Alors tout ça, c'est pour garder une grande biodiversité, et du coup, les maladies ou les parasites, ils ont beaucoup plus de mal à s'installer. On voit que le paillis est en place aussi, bien épais, une dizaine de centimètres de foin une fois qu'il s'est tassé. Et je pense que vous avez noté aussi quelques mauvaises herbes par-ci par-là, parce que pour moi, ce sont plutôt de bonnes herbes, et je les laisse en place tant qu'elles ne gênent pas les légumes. Je trouve qu'elles participent aussi à la biodiversité et à la vie du sol grâce à leurs racines. Alors là, les deux boules blanches qu'on voit, ce sont deux poireaux que j'ai laissés monter en fleurs. D'abord, je trouve ça très joli, ça participe à l'esthétique du potager, et surtout, ça attire plein d'insectes utiles.
Là, c'est une laitue qui est en train de monter à graines. Alors en fait, c'est une variété d'hiver et je veux récupérer les graines pour pouvoir les ressemer à l'automne prochain. Alors qu'est-ce que je fais? Je la laisse terminer son cycle, monter, et puis elle va d'abord fleurir, et puis produire ses graines. Cette fois, j'ai fait tremper mes graines de haricots pour qu'ils germent plus vite dans la terre et pour qu'ils n'aient pas le temps d'être grignotés par des bestioles. Là, c'est une variété de haricots grains polonais et vous voyez, ils sont vraiment énormes, hein. C'est une variété grimpante et elle va s'enrouler autour du tipi que j'ai installé. Alors c'est un tipi qui est formé de 4 perches de bambou. Alors au mois de juin, il y a de moins en moins de semis à faire. Quasiment tout avait déjà été fait avant. Alors ce que j'ai semé, ce sont des haricots, comme on vient de le voir, des choux kale, des brocolis à jet. Alors ça, ce sont des choux qui vont pousser pendant tout l'automne et qui vont donner des récoltes en hiver. Et en plus, ils résistent au gel, donc que demander de plus? J'ai semé des betteraves aussi, un 3e lot de concombres et toujours des salades, bien sûr. En juin, j'ai aussi terminé de remplir le potager et donc il y a eu beaucoup de plantations. Un 2e plant de courgettes qui a été planté 3 semaines après le premier. Ça, c'est pour étaler les récoltes. Il y a eu toutes sortes d'aromatiques aussi. Et ça, je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est facile, ça prend pas beaucoup de place entre les légumes principaux et surtout, ça fait faire des économies parce que les aromatiques fraîches, c'est vraiment pas donné dans les magasins. Ça, c'est des semis que j'ai fait moi-même, mais vous pouvez très bien prendre des plants à la jardinerie. J'ai aussi planté des fenouils, des betteraves. Cette année, je fais un essai avec les betteraves. En fait, je ne vais pas séparer les différentes tiges qui ont germé dans chaque motte. Et c'est parce que j'ai vu un maraîcher anglais qui procédait comme ça. Et il récoltait des groupes de 3-4 betteraves qui étaient collées les unes aux autres. Et ça marchait très bien. Dans le carré à réserve d'eau, les plantations de salade, elles s'enchaînent aussi toutes les 3 semaines. Alors maintenant, c'est des batavias que je plante parce qu'elles supportent mieux la sécheresse que les laitues paumées. Alors vous trouverez le nom exact de la variété que j'utilise dans l'article qui va avec cette vidéo et avec aussi toutes les autres variétés qui figurent dans la vidéo également. Alors on passe maintenant à la plantation des courges d'hiver. Alors comme j'ai pas beaucoup de place, pas beaucoup de surface à leur consacrer, je les ai plantées en bordure du potager, derrière la zone qui est occupée par les pommes de terre. Alors les pommes de terre, elles sont en pleine croissance en ce moment, mais d'ici quelques semaines, elles vont terminer leur cycle et leur feuillage, il va s'affaisser au sol, il va sécher, et ça laissera le champ libre aux tiges de courges qui vont pouvoir se développer et occuper toute la surface. Ça, c'est une technique qui permet d'optimiser la place quand on n'en a pas beaucoup, comme c'est mon cas. Alors avant de les planter, ces courges, j'ai été obligé d'ameublir la terre en faisant un passage rapide à la grelinette parce que le sol avait commencé à devenir très sec et comme chez moi il est super argileux, il a tendance à former des blocs. Alors les courges, c'est des légumes qui ont besoin d'une terre vraiment bien enrichie et c'est pour ça que je verse une bonne dose de compost dans le trou de plantation. Et pour les protéger des limaces, parce que les limaces elles étaient vraiment très très nombreuses chez moi au mois de juin, je recouvre les plants avec des bouteilles d'eau, vous savez les grosses bouteilles de 5 litres là. Et regardez la photo que j'ai prise pendant une période bien pluvieuse. Alors 10 jours plus tard, les plants se sont bien fortifiés, le temps est devenu plus sec et puis j'ai pu enlever les bouteilles et pailler autour des plants. Après, bien sûr, avoir bien détrempé la terre, comme ça fait une réserve d'eau. Là, on est au tout début du mois de juin, et la consoude, elle a bien grandi. C'est une plante qui produit une biomasse très très importante, et qui a des racines qui vont chercher des nutriments très profondément dans le sol. Et alors c'est pour ça que c'est une plante idéale pour pailler des légumes exigeants, comme les tomates par exemple. Alors pour la broyer, la consoude, il y a une solution toute simple, c'est la tondeuse à gazon. Et on obtient un mulch nutritif qui est assez fin, et du coup qui est facile à étaler autour des plants de tomates. Alors attention, comme à chaque fois qu'on paille un légume avec de la matière fraîche, faut pas en mettre une couche trop épaisse, sinon ça va entrer en putréfaction et ça va brûler le légume.
Alors fin juin, les pois ont fini de produire. On voit d'ailleurs sur leur feuillage qu'il y a des petites taches blanches, là c'est l'oïdium qui apparaît. Et c'est donc le moment de démonter le grillage qui les supportait et de couper les tiges au ras du sol. Alors on va laisser les racines dans la terre, où elles vont se décomposer et améliorer le sol. Et pour les tiges, c'est la même chose. On va les laisser sécher sur place. Elles vont se décomposer et nourrir la terre. Et surtout que c'est une plante de la famille des légumineuses, donc très riche en azote. À partir de la fin juin, les tiges de tomates, elles grandissent vite. Et si on conduit ces pieds de tomates sur une tige unique ou sur 2-3 tiges maximum, il faut les attacher régulièrement à leur tuteur. Sinon, les tiges, elles risquent de se casser ou de traîner par terre. Alors moi, j'utilise du raffia. Le raffia, c'est une fibre naturelle. Et l'avantage, c'est qu'en fin de saison, ça va se décomposer avec le reste du plant de tomates. Et comme ça, ça m'évite de perdre du temps à ôter tous les bouts de ficelle. Alors fin juin, c'est aussi la période où les gourmands apparaissent sur les plants de tomates. Et toujours pareil, suivant la manière dont on va conduire ces plants de tomates, on va décider de les enlever ou pas, ces gourmands. Alors pour se simplifier la vie, on peut faire pousser les tomates entre 2 treillis inclinés, par exemple, qui se rejoignent au sommet, ou bien dans des cages cylindriques. Alors les cages, c'est la solution que je préfère pour les tomates cerises. Et du coup, on va laisser les plants former un gros buisson, et il n'y a quasiment pas d'entretien. Alors toujours pour gagner de la place dans mon potager, qui est pas très grand, ça vous le savez, je fais pousser des concombres à la verticale. Alors au début, il faut les guider un peu. Moi, je les attache à un petit bâton. Et dès que les concombres vont être assez hauts, ils vont s'attacher tout seuls à la clôture. Vous savez, ils vont lancer des petites vrilles de chaque côté, à droite et à gauche. La courgette, maintenant, c'est sans doute le légume le plus productif au potager. Alors ça, à condition que les fleurs femelles soient correctement pollinisées par des fleurs mâles. Et on peut aider un petit peu la nature en faisant cette pollinisation à la main. Alors j'avais tourné une vidéo entière sur cette technique, et si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien dans l'article qui accompagne cette vidéo. Quand j'ai planté ces laitues Batavia, j'ai été un peu trop confiant et j'avais mis aucune protection contre les escargots. Résultat, vous voyez un plant complètement bouloté. Alors j'ai tout de suite réagi en recouvrant les autres plants de laitue avec des protections individuelles. Alors je vous les avais présentés dans la vidéo du mois de mars, il me semble. Et c'est vraiment efficace, et surtout ça permet de se passer des petits granulés bleus. Alors là aussi, ce plant de courgette, il n'était pas protégé et il a été rongé par les escargots. Alors je suis obligé de le remplacer par un nouveau plant, et cette fois avec une bonne protection. Toujours les bouteilles de 5 litres là. Mais il y a quand même un inconvénient avec ces bouteilles là qu'il faut connaître, c'est que les jours où il y a beaucoup de soleil, il faut surtout pas oublier de les enlever le matin, sinon on risque de retrouver ces plants complètement grillés le soir. Les gros haricots blancs là que je vous ai montré au début de la vidéo, la petite faune qui vit dans le sol, elle s'est vraiment jetée dessus. La preuve, là vous voyez cette graine toute trouée. C'est pourquoi maintenant je préfère semer mes haricots dans des godets. Du moins je fais ça en fin de printemps, quand la terre du potager elle est encore trop humide. Cette année, les laitues paumées, elles se sont pas du tout comportées de la même manière suivant les variétés. Alors là, c'est une reine de mai qui est montée tout de suite en fleurs. J'ai même pas eu le temps de la récolter. Et par contre, une autre variété, là, c'est la merveille des 4 saisons, qui a été plantée exactement au même moment. Elle pousse tout à fait normalement. Pour pailler son potager, à mon avis, il n'y a pas un type de paillis qui serait meilleur que les autres. Le mieux, c'est d'utiliser en fait ce qu'on a à disposition ou ce qu'on peut se procurer le plus facilement. Et dans mon cas, c'est le foin. Alors, c'est pas du vrai foin cultivé par un agriculteur, tout ça. C'est simplement un terrain vague à côté de chez moi où il y a toutes sortes de graminées qui poussent et le service communal fauche ces herbes 2 fois par an.
Et puis il n'y a plus qu'à les récupérer. Alors je commence d'abord par les déverser sur les allées de mon potager. Là, à ce sujet, je voudrais vous rappeler un truc. C'est tout aussi important de pailler les allées que les légumes. Alors pourquoi? Parce que la vie du sol, elle existe aussi sous les allées. Et si on peut garder une terre bien humide partout, ces organismes, ils vont pouvoir continuer à faire leur travail d'amélioration du sol pendant tout l'été. Là, c'est une vue aérienne de mon potager, le 24 juin. Donc c'est juste avant le démarrage de la semaine de canicule qu'on a eue. Et je peux vous dire avec le recul là, qu'avec cette couche protectrice de foin, j'ai même pas eu besoin d'arroser dans les jours qui ont suivi, parce que l'eau elle est restée dans le sol et elle s'est pas évaporée. Alors au niveau des paillis, on a le choix entre différents matériaux. En fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre ce qu'on a sous la main. Moi, j'ai la chance d'avoir une source de foin pas loin de chez moi, donc j'ai paillé tout mon potager avec du foin. Il y a d'autres personnes qui pourront avoir accès facilement à de la paille. Donc là, on a un exemple de paille, donc ils vont prendre plutôt de la paille. Donc on prend ce qu'on a sous la main. Alors le foin, la paille, ce sont des matériaux qui sont tous les deux assez grossiers. On voit ça forme des touffes assez grosses. Donc c'est des matériaux qu'on va utiliser surtout pour pailler les légumes qui sont plutôt de grande taille. Donc là j'ai paillé autour de ce plant de tomates par exemple. Là j'ai paillé autour de ces poquets de haricots. Mais ça serait un peu plus compliqué pour pailler autour de jeunes plants de salade ou de choses comme ça. Donc dans ce cas, il vaudrait mieux prendre des paillis plus fins comme des paillettes de lin ou du broyat de bois, des choses comme ça. Alors au niveau épaisseur, il ne faut pas avoir peur de mettre la dose, il faut mettre le paquet. Donc le foin là, quand je l'ai étalé, il y en avait à peu près 15-20 cm d'épaisseur et après ça, avec la pluie, tout ça, avec le vent, ça se tasse tout seul et là je dirais qu'il en reste une dizaine de centimètres d'épaisseur. Et on voit là, on est fin juin, il y a la canicule là depuis plusieurs jours et on voit que la terre en dessous elle est foncée, elle est mouillée, elle est humide. Elle est humide, donc toute cette épaisseur c'est vraiment super pour garder l'humidité. Donc la paille pareil, il ne faut pas hésiter à mettre une bonne couche, au moins 15-20 cm et après ça va se tasser. Alors quand on a des plants plus petits comme ici, là, ces plants de betterave que j'ai repiqués il y a à peine quelques jours, on va prendre du broyat plus fin. Donc là j'ai du BRF, c'est-à-dire du bois broyé, que j'ai broyé moi-même il n'y a pas longtemps. Et donc là je vais pouvoir l'étaler autour de ces betteraves. Alors là on va en mettre une couche un peu plus fine, comme les plants sont plus petits, on va mettre 2-3 cm, pas plus. Alors quand on n'a pas de source gratuite de paillis, on est obligé d'en acheter en jardinerie et pour les petits carrés de potager comme ça, les petites surfaces, ce que je recommande c'est les paillettes de chanvre. Vous voyez, paillettes de chanvre, c'est mieux que les paillettes de lin à mon goût parce que les paillettes de lin ça peut contenir des graines du lin, de plantes et j'ai pas mal de lecteurs qui m'ont dit que les paillettes de lin avaient germé et qu'il y avait plein de petites plantules de lin qui poussaient. Et ça se produit pas avec les paillettes de chanvre. Donc là pareil, on étale une couche de 2 à 3 cm entre les salades. Ça convient bien aussi pour pailler les jeunes plants qu'on vient de repiquer parce que c'est quelque chose de très fin comme matériau. Au mois de juillet, ça va se calmer un peu au niveau travail dans le potager, parce qu'on arrive en fait entre deux saisons, si on peut dire. D'un côté, on a eu les récoltes de tous les légumes de printemps qui se terminent, les fèves, les pois, les premières laitues. Et de l'autre côté, la récolte des légumes de pleine saison commence à peine. Les tomates, les aubergines, les concombres, les courgettes. Donc on se retrouve avec de la surface qui a été libérée par les légumes du printemps, et parfois on ne sait pas trop quoi y mettre pour continuer. Alors moi je vous dis que si vous n'avez rien prévu d'y mettre, faites pousser des engrais verts. Alors au niveau engrais verts, ceux qui poussent le mieux en été, c'est le trèfle rouge,
Vous avez aussi le sarrasin ou le houblon. Mais moi je trouve qu'il vaudrait bien mieux y mettre des légumes sur cette surface inoccupée. On peut y mettre un tas de légumes qui seront récoltés pour l'hiver. Et on va donc voir ça maintenant en fonction de votre région. Alors si vous êtes plutôt au nord de la Loire, ça sera beaucoup plus facile pour vous de faire des semis en pleine terre, comme des carottes de garde ou des radis d'été. Et si vous êtes dans le sud comme moi, c'est beaucoup moins évident à réussir les semis d'été. C'est pas facile parce que faut les garder sous haute surveillance pour que la terre reste humide en permanence. Alors une astuce que j'utilise, que vous connaissez peut-être, c'est de poser des cagettes retournées sur les rangs pour faire de l'ombre en fait, jusqu'à ce que les semis lèvent. Alors au niveau des plants maintenant que vous pourrez mettre en terre, toujours pour le mois à venir, là, le mois de juillet, il y a tous les légumes qui mettent longtemps à pousser, comme par exemple les choux, vous avez aussi les poireaux. Alors pour que vous puissiez bien vous organiser, je vous ai mis toute la liste dans l'article qui accompagne cette vidéo, et je vous ai mis aussi plein de petits détails en plus sur l'entretien des cultures. Alors vous trouverez cet article sur mon blog potagerdurable.com et je vous ai mis un lien direct vers l'article dans la description qui se trouve sous cette vidéo. En fait, c'est super confortable de s'allonger dans le foin. Je comprends maintenant pourquoi mon chat il va tout le temps dormir dedans. Alors une dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'on est maintenant en été, il fait très chaud pendant la journée et du coup il y a beaucoup moins de limaces, donc il vaut mieux arroser le soir. Comme ça les légumes, ils ont toute la nuit pour absorber l'eau. Et pour récolter les légumes, c'est mieux de le faire tôt le matin, à la fraîche. Ils seront meilleurs, ils seront bien croquants, parce qu'ils auront eu le temps de s'imprégner d'eau pendant la nuit. Voilà, je vous souhaite un mois de juillet bien agréable, avec plein de belles récoltes qui vont commencer. À bientôt!